Bienvenue dans notre première émission de l'Asset Talk, le podcast pour les étudiants, par les étudiants. Il va avoir pour principe de sensibiliser à des sujets de société importants qui peuvent être négligés et sur lesquels on aimerait vous éclairer avec des intervenants. Donc aujourd'hui, on va passer à peu près 1 heure autour de différentes thématiques sur le thème des violences sexistes et sexuelles. Et ce sujet, il nous tient à cœur, puisque c'est un sujet qui reste très tabou pour les étudiants, mal compris et un peu négligé. Et avec Émilie, qui va co-présenter avec moi et que je vais laisser se présenter dans un instant, et nos intervenantes, on va se poser plusieurs questions et avoir une discussion à ce sujet. Du coup, moi, c'est Émilie. Je suis trésorière de l'ASSED Metz. Et aujourd'hui, ce sujet est très important. Donc, je vais laisser nos intervenantes se présenter et présenter leur organisme, tout ce qu'elles veulent. Ok, bon, alors, je vais prendre la parole. Donc, je suis Agnès Leher, je suis la présidente de l'association qui s'appelle Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Metz-Thionville. On est également service d'aide aux victimes auprès de la juridiction de Metz. C'est une association qui a fêté ses 50 ans en 2024, donc qui est vraiment installée au sein de la ville de Metz, dans le cœur de ville depuis son origine, puisque nous avons nos locaux au sein du C16 de la ville, rue du Oued Billy. Et nous avons plus de 22 permanences d'accès au droit sur le territoire Moselle-Ouest. Ça montre que notre association, elle a donc à la fois vocation à intervenir sur les territoires. Dans le cadre de l'accès au droit, c'est ce qu'on appelle les points justice, qui sont identifiés comme tels par le Conseil départemental de l'accès au droit, qui est un de nos partenaires financiers. Et donc, pour promouvoir le droit sur tout le territoire, à la fois urbain et en milieu rural. Et ces permanences d'accès au droit, elles sont assurées dans le cadre de notre association, en tout cas, parce que nous, on est association qui disposons d'un agrément national qui nous est délivré par l'État. Et dans ce cadre-là, nos permanences sont assurées par des juristes salariés, avec des spécialités plus ou moins... alors, il n'y a pas un master qui est dédié, puisqu'on peut à la fois être pénaliste, être spécialisé dans droit civil, et puis pour les anciennes, voilà, des parcours un petit peu plus différents, des droits des entreprises, mais voilà, droit européen pour certaines. Ce qui est important, c'est que les personnes, avec leur formation universitaire, elles sont en capacité d'aller chercher l'info. Précisons aussi que, à la fois, comme on a double mission d'accès au droit et d'association d'aide aux victimes, on va avoir des publics un peu différents qui vont venir nous voir, à la fois des personnes qui vont chercher de l'information par rapport aux droits de la famille. Ça, c'est la grosse majorité des informations qu'on délivre. C'est en droit de la famille, droit du travail, droit social, et puis tout ce qui est du droit au quotidien, droit au logement, etc. Et dans notre haute mission association d'aide aux victimes, on est également, on a un agrément du ministère de la Justice en tant qu'association d'aide aux victimes. Et là, on a la mission de prendre en charge les victimes. Alors, le slogan France Victime, c'est de la plainte à l'indemnisation. C'est-à-dire qu'à l'aide au dépôt de plainte pour les victimes, leur suivi, leur parcours judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Et après la décision, l'indemnisation, ou quand il n'y a pas forcément de décision de justice, il y a aussi la possibilité d'être indemnisé. On a été amené, de par je pense, le fait qu'on soit très implanté dans le milieu judiciaire au niveau du tribunal de Metz, mais aussi des partenaires, des collectivités et des compétences qu'on a pu montrer sur ce versant juridique. On a été amené aussi à accepter d'autres missions que l'État nous a proposées et qu'on a acceptées. Et notamment, cette mission et Sandrine viendra plus particulièrement sur cette question pendant les échanges, sur ce qu'on appelle le parcours sortie de prostitution et donc le soutien des victimes des réseaux de prostitution, de la traite des êtres humains. Et ça, c'est une mission qu'on a depuis maintenant 5 ans, c'est ça, 2018 4 ans, pardon. Et on est aussi, on a un agrément du préfet de la Moselle pour cette mission-là.
On a également évolué vers les VARS, hein, c'est tout ce qui concerne la vie affective, la reproductive et sexuelle. C'est un grand débat actuellement avec l'éducation nationale, c'est l'éducation à la vie, quoi, pour dire exactement. Et l'éducation à la vie, pour moi qui suis juriste de formation, mais aussi conseillère conjugale, j'ai fait cette double formation, c'est essentiel puisque à travers l'éducation à la vie et à la sexualité, c'est ce qui va permettre, et peut-être qu'on l'abordera par rapport à la question des violences, ce qui va permettre aussi aux personnes de pouvoir, en tout cas, avoir conscience déjà de leur corps, et du respect qu'on doit à leur corps dès le plus jeune âge, dès toute la petite enfance, puisqu'on n'aura pas le temps d'aborder tout, mais la violence sexuelle faite aux enfants, c'est aussi quelque chose que nous, on a à voir dans le cadre de l'association, parce qu'on a encore une autre mission, pour terminer, en tant qu'administrateur ad hoc, puisque nous avons aussi été désignés par la juridiction comme association habilitée à faire la représentation des mineurs dans les procédures pénales et civiles. Et pour terminer, la dernière mission qui nous a été demandée, c'est la mission de bureau d'accompagnement et d'insertion à l'emploi, puisque toutes ces missions d'accès aux droits qui sont principalement dédiées aux femmes, mais ce n'est pas que, parce qu'on reçoit quand même dans nos permanences plus de 30% d'hommes sur l'accès aux droits. Et donc l'accompagnement à l'insertion à l'emploi, c'est un peu le complément de tout ça, l'accès aux droits, l'information sur les droits et l'aide aux victimes, mais aussi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. L'insertion à l'emploi, c'est un accompagnement spécifique qui permet aussi d'avoir une approche globale et complète de la personne pour prendre sa pleine place dans la société. Parce que le but des centres d'information des droits des femmes et des familles, c'est que les personnes puissent avoir leur place entière au sein de la société, d'être des citoyens, des citoyennes à part entière. Et voilà toutes les missions d'association que j'ai rapidement exposées. Vous en avez énormément. Alors Sandrine, alors moi je ne suis pas juriste et je vais compléter un petit peu la présentation de l'équipe puisqu'effectivement il y a 6 juristes au sein de la structure, mais il y a aussi une psychologue à temps partiel, une conseillère conjugale et familiale à temps très partiel, donc une conseillère insertion professionnelle depuis quelques mois, et puis 2 travailleuses sociales. Ça aurait pu être 2 travailleurs sociaux, mais c'est encore une fois des femmes. Sur les volets traite des êtres humains, parcours sortie de prostitution et mutilation génitale féminine. Voilà. Vous avez fait une super introduction. Il y a plein de choses sur lesquelles rebondir. Moi, je voulais préciser une petite chose. Oui. Les centres d'information droits des femmes et des familles, elles ont une mission d'information, pas de conseil, jamais. Et puis surtout, je voulais préciser que c'est anonyme. C'est gratuit, voilà, ça me semble très important de le dire. C'est vraiment accessible et c'est pour ça qu'il y a autant de permanents sur le territoire. C'est pour donner au plus grand nombre la possibilité de venir s'informer sur ses droits ou être accompagné dans ces procédures quand on est victime. Voilà, ça me semble très important. Pour les permanences d'accès au droit, nous ne sommes pas avocats, donc on ne donne pas de conseils, ce que Sandrine précise, on donne des informations juridiques. Et bien évidemment qu'on a des relations assez étroites avec l'ordre des avocats, on a une convention qui définit notre partenariat. Et nous, on a la chance, en tout cas sur Metz, d'avoir des très bonnes relations avec le barreau de Metz et on mène en parallèle des actions, en tout cas, avec l'ordre des avocats sans aucune difficulté parce qu'on est complémentaires. C'est ça. On vient en complément, en fait, des autres intervenants ou dispositifs. Vous êtes forcément amené à rencontrer des victimes, du coup, c'est tout le centre de votre action. Et à entendre des témoignages, vous voyez du coup sûrement beaucoup de personnes. Quand on voit par exemple les chiffres actuellement, chaque année, il y a l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Cette année, déjà 35 féminicides, des chiffres qui ne diminuent pas réellement. Quel constat vous faites sur ces chiffres ? Est-ce qu'ils sont alarmants ? Est-ce qu'il y a des perspectives positives sur ces chiffres-là ? Alors, concernant les chiffres, on va dire une chose, c'est que l'association, je vous l'ai dit, a 50 ans. En tant qu'association des victimes, c'est une mission qu'on porte depuis plus de 40 ans maintenant. Et
les chiffres sont maintenant visibles. Mais pour autant, on n'appelait même pas ça féminicide au démarrage dans la prise en charge, mais ont toujours existé. Et donc, ce qui est beaucoup plus visible maintenant, c'est qu'on en parle et qu'on fait ce recensement macabre, mais ce recensement des féminicides depuis plusieurs années, mais ça a toujours existé. Et donc, la violence faite aux femmes, elle a toujours existé depuis, je dirais que dans l'histoire de l'humanité, c'est une constante. Et c'est ce qui fait aussi la différence de notre position en tant qu'association sur les droits des femmes et des familles. C'est quand même une position féministe au sens où nous, on fait le lien entre ce qui est ces violences faites aux femmes qui sont aussi le reflet d'une histoire de la société et de la place de la femme dans la société. L'évolution du droit des femmes, qui est une évolution très récente dans l'histoire du droit, avec des acquis qui sont très récents dans les dernières, des dernières décennies. Parce que si on remonte un peu l'historique sur le droit des femmes, 65, c'est l'année où les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. C'est pas vieux. Sans parler le droit à l'IVG, si on peut reprendre toute l'histoire. Donc c'est vrai que nous, on a aussi une approche, féministe aussi par rapport à notre mission de l'aide, de l'accès au droit, de la prise en charge des femmes. Mais rien que le terme féminicide, on voit qu'il a plusieurs définitions, ce qui est quand même assez... Enfin, on sait ce que c'est, mais par exemple, je sais que... il y en a qui le qualifient comme meurtre misogyne des femmes par des hommes, et l'ONU le qualifie en tant que meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son genre. Et on voit quand même qu'il y a un aspect misogyne qui peut être abordé dans l'un, mais pas dans l'autre, mais qu'on garde quand même ce contexte d'hommes, qui sont souvent à l'origine de ces violences, même si on sait que les violences envers les hommes existent aussi au sein d'un couple. Majoritairement, ce sont les femmes qui les subissent. Est-ce que... des femmes ont honte ou arrivent quand même à venir vous voir malgré tout et venir vous voir pour avoir de l'aide, mais ne se rendent pas forcément compte qu'elles ont réellement besoin de cette aide? Le problème, c'est plus de prendre conscience que c'est une violence. En général, la problématique, quand, à moins qu'il y ait une flagrance, en général, il faut qu'elles soient prêtes en fait, à venir nous rencontrer, qu'elles sentent qu'elles sont point de rupture et qu'elles ont besoin d'aide. Donc, soit elles se posent des questions par rapport à la garde des enfants. Il y a souvent une démarche déjà qui a été faite avant qu'elles viennent nous rencontrer. Sauf quand c'est la justice qui nous saisit, où à ce moment-là, on fait une démarche proactive et on va vers les personnes et on leur propose effectivement une information, une écoute, voilà. Mais je pense que c'est plus la prise de conscience qui doit encore être travaillée, qui doit être autorisée. Les sensibilisations doivent être plus importantes vers l'ensemble des publics, parce que c'est plutôt ce petit déclencheur-là qui peut faire défaut, en fait. D'accord. Parce que dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, violences physiques n'est qu'une partie des violences conjugales, intrafamiliales et conjugales. Il y a à la fois la violence physique, la violence psychologique, qui est reconnue maintenant en droit pénal, la violence économique et sexuelle, évidemment. Et comme dit Sandrine, dans une relation où il y a de la violence, elle va de façon générale, on va plus l'identifier. Et même dans les cas de flagrance, c'est sûr que pour la police et les forces de l'ordre, la violence physique, elle va être plus facile à être, en tout cas, à permettre d'engager l'action publique. Mais pour autant, et pour les victimes, c'est à la fois la violence physique, c'est pas la pire des violences non plus.
Mais parce que la violence psychologique, c'est toute c'est tout un cheminement, ce qu'on appelle, c'est le parcours, la spirale de la violence à travers l'emprise, à travers l'isolement de la victime et ce sentiment, vous disiez, est-ce qu'elles ont peur ou est-ce qu'elles ont honte? Oui, parce qu'à un moment donné, c'est une emprise qui va faire de s'amplifier avec le temps et qui va mettre la personne, la victime, dans un isolement psychologique et qui va couper les ponts avec sa famille, qui va toujours se remettre en question par rapport à ce qu'elle a fait de bien ou pas bien et qui va toujours, puisque ça c'est la stratégie de l'auteur, il va toujours faire en sorte de culpabiliser la victime sur si je suis passée à l'acte, c'est parce que tu as eu tel comportement et que tu es nul, on est très soft, parce que on peut dire des choses beaucoup plus violentes, mais en même temps c'est cette stratégie de l'auteur qui fait que la victime va essayer de s'adapter en permanence pour que la violence ne se déclenche pas, mais c'est ce qu'on appelle la stratégie d'évitement, et ça on le voit aussi pour les enfants, si on a le temps d'aborder la question des enfants victimes. Mais ces stratégies d'évitement, elles font que la personne va se dire je vais éviter la crise, le passage à l'acte en prenant en ayant telle attitude, en essayant d'apaiser les choses. Mais en fait, ça ne fonctionne pas, parce qu'à un moment donné, malgré tout, il y aura toujours un moment où il y a ce qu'on appelle la montée en tension de la violence et avec le passage à l'acte. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faut que cette spirale, ce cycle s'arrête d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que nous, en tant qu'association, on peut intervenir à un moment de la crise ultime, parce que la crise ultime, c'est quand il va y avoir un moment l'intervention des forces de l'ordre, et là, ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une prise de conscience qui va faire que la victime va se rentrer dans un processus de séparation et d'accepter la prise en charge. Mais pour autant, c'est à ce moment-là que nous, on peut déjà intervenir, et je vais te donner la parole sur la question de maintenant, depuis le Grenelle de 2019, on a quand même mis en place des dispositifs très nouveaux. Alors, c'est pas, on n'a pas tout solutionné, mais on a quand même beaucoup avancé sur la prise en charge à travers des dispositifs à la fois entre les forces de l'ordre, la justice et les associations d'aide de victimes. Et notamment à travers ce que nous, on est, en tant qu'association, on est saisi pour faire ce qu'on appelle une EVI, une évaluation des victimes, de la vulnérabilité des victimes d'infractions pénales. On ne fait que les EVI sur les violences conjugales, parce qu'on pourrait faire des EVI sur toutes les infractions pénales. Et on a des saisines, sur l'année, c'est plus de 1000 saisines de la justice sur ces évaluations. C'est énorme. C'est ouais. Vraiment... Et ça, c'est un dispositif récent, qui est d'ailleurs une directive européenne et qui a été intégrée dans le droit positif français après le Grenelle. Ok. Du coup, il s'agit seulement de l'évaluation, donc on n'est même pas encore dans le moment où on ne sait pas si la victime elle a pris conscience. Moi, je me permets de rebondir sur ça parce que justement, souvent, on va voir des personnes qui sont dans l'évitement. Est-ce que ça passe dans le déni? Oui, dans le déni, parce que voilà, c'est la réaction de beaucoup de personnes victimes dans ces moments-là. Mais est-ce que cette phase, elle pourrait être pas évitée, parce que c'est une réaction, j'imagine, biologique, mais comment, en tant que personne dans l'entourage de quelqu'un, on peut retrouver des signes avant-coureurs de cet évitement, faire prendre conscience à la personne? Alors, moi, je dirais que il faut surtout être jamais dans le jugement. Parce qu'en fait, on se rend compte que des victimes pour lesquelles on va espérer qu'elles ont eu le déclencheur et qu'elles vont enfin sortir du cycle de violence, à partir du moment où on les culpabilise, mais même un minimum, en disant « mais pourquoi t'es retourné avec lui ? Cette fois-ci, t'aurais dû », on les isole encore plus et on les met encore plus sous l'emprise en fait du persécuteur, de la personne violente. Donc en fait, moi je dirais que il faut surtout beaucoup de patience. Nous, on voit parfois des victimes revenir 5 fois, 6 fois, et à la 7e fois, c'est peut-être la bonne.
Et c'est la moyenne, parce que et c'est la moyenne. Ce qu'on appelle les allers-retours. 7 par hasard, voilà. 7. Ah oui. Donc voilà, c'est pas un chiffre que je donnais par hasard, c'est effectivement la moyenne des allers-retours avant que la personne ait conscience que c'est dangereux, insupportable et qu'elle a le droit à autre chose. C'est très difficile pour les personnes autour, c'est très difficile pour les proches. Et en même temps, ça me semble indispensable, sinon on rompt le lien de confiance. Et des fois, c'est la seule chose qui va permettre par la suite de tirer la personne en dehors de sa situation du contexte de violence. Donc en fait, on n'a pas l'impression, mais moi j'appelle toujours les gens à faire preuve de patience. Nous, c'est pareil, on doit vraiment absolument avoir une position neutre et accepter que la personne ne s'en sorte pas cette fois-ci. En se disant, voilà, je reste là, c'est surtout ça pour moi, je reste là, je suis à disposition, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Sinon, la personne, elle se coupe vraiment encore plus de tout, et c'est l'agresseur qui prend le pouvoir, en fait, qui le garde et qui le prend encore un petit peu plus. Et c'est pour ça que c'est fondamental qu'on puisse sensibiliser tous les professionnels à cette question, parce que alors maintenant, il y a encore allez, on va encore avoir des réactions avec certaines personnes, alors peut-être à l'accueil dans certains commissariats, peut-être que la gendarmerie sont assez formés sur cette question, mais et même aux audiences, si vous vous intéressez, de toute façon c'est pas compliqué, vous ouvrez le journal, tous les jours vous avez au moins 3-4 articles sur de la violence conjugale avec des procédures, et c'est tout le temps, en fait la violence conjugale, c'est la plus grosse activité de la juridiction, De même que par exemple, les chiffres, parce qu'aux audiences de la justice, c'est intéressant d'avoir aussi les chiffres. Les récidives, c'est la part importante de récidives actuellement en France, c'est de la violence conjugale. C'est sur les violences conjugales, la récidive. Donc, le plus de personnes incarcérées actuellement à la maison d'arrêt, c'est dans le cadre des violences conjugales, et de plus, les récidivistes, c'est dans le cadre de la violence conjugale. Donc, ça veut dire que même si on a évolué sur le regard, même si on a évolué sur la prise en charge, même si maintenant on va comprendre pourquoi une victime retourne au domicile, on va comprendre pourquoi une victime à l'audience pénale, elle va avoir une position de vouloir soutenir son agresseur, parce que maintenant, on a suffisamment formé et des personnes pour qu'on puisse comprendre ça. Même les magistrats, maintenant, ont dans leur formation initiale ce genre de module sur les violences, et qu'on les dispense au maximum dans toutes les professions. Mais pour autant, même si on est formé, même si on connaît ce phénomène-là, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire à quoi on sert finalement, puisqu'on est là. Mais comme dit Sandrine, il faut être humble aussi par rapport au travail qu'on fait, parce qu'on n'est pas dans la toute-puissance. Et puisque si nous, en tant que professionnels de ces questions de violence, on est dans une attitude de toute-puissance en disant il faut que tu fasses comme ça, on redevient violent, et c'est une double peine pour la victime, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'être bien formé. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent au sein de la structure ont été formées sur la question de violence intrafamiliale, quoi. C'est nécessaire, quoi. D'ailleurs, au niveau de la structure, j'ai quand même oublié une personne essentielle chez nous. C'est l'accueil. L'accueil, Margot, c'est l'assistante juridique qui est aussi formée aux violences, et qui fait justement preuve d'une grande bienveillance quand elle reçoit les appels téléphoniques. C'est elle qui est en première ligne. Elle est en première ligne, et effectivement, elle est vraiment, c'est exceptionnel. C'est une toute jeune diplômée. Mais c'est effectivement nécessaire, parce que c'est le moment où on perd encore une fois les personnes. Et ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la fenêtre de tir. Mais c'est ça, c'est que dans le phénomène de la spirale, avec les allers-retours et puis la montée en puissance de la violence et du passage à l'acte, et après ça retombe, parce que tous les schémas de violence ne sont pas tous identiques, mais la plupart de ceux qu'on définit, c'est ça, c'est que on est à la base aussi, dans le cas de la violence conjugale, c'est ce qu'on dit, on est toujours dans une relation amoureuse à la base. C'est-à-dire qu'il y a une relation où ça démarre sur une relation amoureuse qui peut être toxique dès le départ, mais pas forcément vue comme ça. Mais c'est quand même, les personnes sont dans une relation, où il y a de l'affect, où il y a
c'est tout cet engagement qui peut faire que c'est très difficile d'accepter que la personne avec qui on a engagé une relation puisse avoir un geste de violence. C'est très difficile, comme disait Sandrine, la prise de conscience d'une victime de violence conjugale, parce qu'il y a ce mélange d'amour aussi dans la relation, et qu'après le passage à l'acte, l'auteur des violences va être dans la phase, alors c'est pareil, c'est toujours des termes un peu, mais on dit lune de miel, c'est-à-dire que l'auteur des violences va dire je suis désolée, voilà, mais je suis désolée, mais si je suis passée parce que tu m'as poussée à bout, mais je suis désolée. Et puis la phase de bouquet de fleurs, machin. Et souvent, ce qui va être compliqué, c'est que le couple va peut-être être amené à reconstruire quelque chose, l'achat d'une maison, avoir un autre enfant, et s'investir dans la relation, et qui va être de plus en plus, du coup, la victime, elle va être de plus en plus prise dans tout le processus de la vie et de l'évolution de cette famille et de la vie. Et c'est ça qui est très compliqué. Et pour revenir sur les évis qu'on fait, le nombre d'évis qui nous sont demandés par la juridiction, c'est-à-dire que là, quand on fait une évaluation, c'est qu'il y a déjà l'action publique est engagée. Et c'est les services du procureur qui nous saisissent pour les évaluations. Et ces évaluations, elles vont être censées, mais on a quand même... Ça nous arrive quelquefois de faire des évaluations sur des plaintes qui nous parviennent, ou des personnes qu'on rencontre, et on se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a un danger imminent, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas forcément été détecté, et ça nous arrive de faire des évaluations pour le parquet, de manière à donner une alerte sur une situation qui nous semble... grave, dangereuse, à risque. Donc ça nous arrive aussi. Et ça nous est arrivé de faire des évaluations sur des situations qui ont mal tourné. Voilà. Oui, mais moi j'ai quand même l'impression que les violences psychologiques ou économiques, vu que c'est quand même des termes qu'on utilise depuis très récemment, je trouve, au sein de la société, sont quand même assez minimisées par rien que la famille elle-même, t'as qu'à partir, c'est simple, de ce que j'ai pu avoir vu, c'est des termes assez durs, et que rien que pour la victime, du coup, c'est même d'elle s'en rendre compte, elle va peut-être minimiser le sujet et de se dire que au final c'est rien, quoi. C'est de prendre conscience parce qu'on n'a pas de preuves. Voilà. Oui, on part souvent du principe que quand on a subi des violences psychologiques, on n'a pas de preuves, et puis du coup, qui va nous croire? Donc, déjà, on commence à se mettre soi-même dans une situation où on ne va pas être cru. C'est souvent le cas. Et effectivement, quelquefois, quand on essaye de mettre en avant ce genre de violence, c'est très compliqué. On n'est pas entendu déjà par l'entourage, effectivement, et puis on n'est pas forcément entendu par les forces de l'ordre ou les institutions, parce que effectivement, c'est pas comme les bleus, c'est pas comme les cocards, c'est pas comme une main cassée, ça laisse pas forcément de traces visibles. Et ça reste compliqué. Mais je pense que... moi, j'ai fait une petite formation au début de l'année. Pour moi, une révélation, parce que c'est en fait notre posture à nous qu'on doit changer. Pas nous professionnels, nous citoyens, nous parents, nous familles. Parce que, en fait, je pense que le problème, c'est vraiment... je ne vais pas dire culturel, mais au Canada, une victime qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée, qu'elle a été battue, qu'elle a subi des maltraitances, ce n'est pas du tout la même perception. Elle est crue d'emblée, elle est prise en charge d'emblée, elle est même indemnisée, quoi qu'il arrive. De manière à pouvoir lui permettre de se reconstruire, d'avoir droit à une défense correcte, de voir un psychologue. Voilà. Et on n'a pas du tout la même approche ici. Et je pense que c'est déjà ça qu'il faut changer. C'est dommage, du coup, que nous, on n'ait pas la même approche, alors qu'on voit que c'est possible dans d'autres pays. Oui. Mais ça, je vais dire, ça, c'est l'histoire de notre système judiciaire. Parce que
il faut savoir quand même dans l'histoire en tout cas en droit pénal, hein, si vous reprenez un petit peu l'évolution du droit pénal, la place de la victime, elle est très récente dans la procédure pénale. Et de même aussi, bon, vous êtes des étudiants en droit, que si la victime ne se constitue pas partie civile, elle n'existe pas dans la procédure. Et donc, toute la procédure pénale et tout le fonctionnement d'un procès pénal, c'est sur la parole de l'auteur, l'avocat de la défense. C'est aussi comment la parole de la victime est remise en question par le système de défense, parce que c'est notre fonctionnement de la justice pénale, et c'est notre tradition du droit français. Hein, je pense que c'est à un moment donné à cette question-là, comment on peut évoluer différemment, mais notre système judiciaire, il fonctionne comme ça. Ça veut dire que la place de la victime, elle est très minime dans la procédure. En France, si on fait de la justice restaurative, c'est pas pour des petites choses, hein, ça sera que vraiment des infractions graves. Mais c'est aussi une façon de redonner la place de la victime dans une parole qu'elle n'a pas l'occasion d'évoquer vraiment de façon importante dans la procédure. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les victimes, dans le cas de violences conjugales, ont tellement peur d'affronter leur agresseur qu'elles vont être absentes au procès, soit juste représentées par l'avocat. Et on a aussi des victimes qui ne veulent pas se constituer partie civile, donc qui ne vont pas être du tout présentes dans la procédure. Et ce qui fait que c'est aussi difficile pour certaines victimes. Et à travers les évaluations qu'on fait, c'est aussi leur expliquer l'importance de se constituer partie civile, d'être partie à la procédure. Et même si c'est pas toujours, c'est compliqué. Alors surtout sur des procédures où il y a des faits très graves, hein, procédures d'assises. C'est vrai que c'est des discussions qu'on a aussi avec les avocats sur le fait que la victime ne va pas avoir toute l'occasion de pouvoir parler de ce qu'elle a pu subir. Et que souvent dans la JR, la justice restaurative, c'est des moments où les victimes peuvent exposer toutes les conséquences de l'acte, en tout cas le délictuel, sur leur vie, sur les conséquences qu'elles ont eues concrètement sur leur vie. Il y a tout ce volet violence intrafamiliale qui est beaucoup plus large. Et que moi, ce que j'apprécie les derniers temps, enfin depuis peu quand même, c'est la prise en compte des enfants témoins qui sont désormais aussi considérés comme des victimes. Ça manquait, je trouve, énormément. On considérait donc la victime directe, c'est-à-dire l'épouse, la mère ou le père, enfin peu importe. Et en fait, les enfants, ils étaient au milieu de tout ça et il n'y avait pas de prise en compte, il n'y avait pas de prise en charge. Et là, je trouve que là, on évolue vers quelque chose qui est quand même, ça, je trouve ça positif, de reconnaître ces enfants comme des victimes eux-mêmes de ce qui se passe entre leurs parents. Je pense aussi que ça pourrait avoir du sens et responsabiliser les parents, plus que quand ils se déchirent entre deux. Hein. Enfin voilà, je voulais le noter parce que ça, je trouve que c'est une bonne évolution. Récente, très récente. Dans la loi, hein, voilà. Ça rentrait dans le. Il faut noter les évolutions. Oui, parce voilà. que... Oui. L'enfant était complètement. Alors, on pouvait. Déjà, si on prend l'histoire de l'évolution du droit de l'enfant, hein, parce que c'est pareil, l'enfant est considéré vraiment comme un sujet de droit depuis très peu de temps dans l'histoire du droit. Hein. Et c'est toute l'évolution grâce à Françoise Dolto sur toute cette évolution de la pédopsychiatrie, donc qui a permis aussi de comprendre qu'un enfant, il peut souffrir, il peut avoir mal, parce qu'on en était avec un bébé, ça pouvait pas avoir mal, hein, pour des développements neurologiques, enfin voilà. Et toute cette évolution de la place de l'enfant, et il était invisible dans les violences conjugales, parce que c'est vrai que le recul, peut-être il y a 30 ans, quand on parlait de femmes battues, on parlait pas du tout des enfants, comme Sandrine, et c'est vrai que les enfants, ils en pièce à côté, ils entendaient. De toute façon, ils n'entendaient rien, ils entendaient, ils n'étaient pas. Alors que si. Et là, on a encore. Alors lundi, on avait une petite réunion au tribunal avec des magistrats et une psychologue qui est spécialisée dans les enfants victimes, qui nous a passé une petite vidéo. C'est des choses très intéressantes. C'est les films du poisson, c'est des petits films qu'on utilise beaucoup en formation. Et c'était une vidéo de 2 minutes qui montre un bébé dans le ventre de sa mère. Comment il va réagir physiquement à la violence. Donc, ça veut dire que déjà, un enfant
intra-utero, il est déjà victime de cette violence parce que la violence va entraîner un changement du rythme cardiaque. Et déjà, il subit cette violence déjà avant de naître. Et ça veut dire que, de toute façon, l'impact pour lui est énorme. Et même s'il est dans la pièce à côté, il entend. Et donc, c'est pour ça que le législateur a évolué sur le fait que maintenant, l'enfant est considéré comme une victime directe de la violence conjugale. Et c'est un travail supplémentaire, du coup, qui nous est donné en tant qu'association, puisque là, on est désigné comme administrateur ad hoc dans l'intérêt de l'enfant. Ouais. Et quand on n'est pas désigné administrateur ad hoc, on a aussi, justement, depuis un an et demi, à travers le VVI, la faculté de mettre un petit mot d'alerte en disant qu'on s'inquiète un peu pour les enfants. Voilà, on a aussi, c'était pas le cas au départ de le VVI, de l'évaluation de vulnérabilité de la victime d'infraction, mais c'est le cas aujourd'hui. On nous suggère même, si on a un doute par rapport à l'équilibre ou à la sécurité des enfants, d'en faire part. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi je trouve, vu que je suis avec... il n'y a pas que moi, mais administrateur ad hoc, je trouve que c'est vraiment appréciable parce que ça vient en relais et en renfort des mesures pour les enfants victimes. Voilà. Ok. J'avais une question justement sur les enfants dans les familles où il y a des violences conjugales. En plus d'être victimes en tant que témoins, ils sont assez souvent aussi victimes de violences physiques quand il y en a dans le couple. Enfin, je pense. Je ne sais pas si c'est une réalité, justement, c'est ça que je me demande. Pas forcément, en fait. Et c'était là que c'était un point d'achoppement, parce qu'il fallait que l'enfant il soit victime lui-même de coups, de blessures, de maltraitance, pour qu'il y ait des mesures qui soient prises. Et surtout qu'il soit vraiment considéré comme une victime. Alors que là, le simple fait qu'il soit présent, qu'il ait entendu, qu'il ait assisté, qu'il ait vu, ça fait de lui non seulement un témoin, mais une victime. Et ça, je trouve vraiment... parce qu'on parlait avant de système de pensée, de système de fonctionnement. Et moi, je pense sincèrement que si un enfant, il a assisté pendant toute son enfance, puis son adolescence, à des violences intrafamiliales répétées, normalisées, banalisées, au niveau construction affective, psychique, etc., je pense qu'on n'a pas fait le boulot, en fait. Et qu'on invite... Le schéma peut se reproduire. Donc, je pense que c'est vraiment très, très... Pour moi, c'est très important au niveau de ce qu'on va pouvoir modifier dans les comportements sociétaux. Voilà, je pense que c'est vraiment très, très important. Oui, c'est un petit peu ce cliché qu'on a de la personne, le tueur en série qui a subi des violences... ou qui en a vu, etc. Enfin, on voit souvent que c'est de la reproduction. Mais pas tout. Parce que regardez le procès Mazan. Là, c'est le procès typique, puisque dans les auteurs du viol de procès Mazan, tous n'étaient pas des anciennes victimes de violences sexuelles. Il y en a eu. Tout type de représentation masculine. Donc, en fait, c'était vraiment... C'est cette question-là qui est... Ce procès-là, il est quand même... fondamental dans la question des violences sexistes et sexuelles parce que pour les auteurs de ces viols, pour autant, le fait que le mari consentait, ça n'allait pas plus loin, ça suffisait. C'est-à-dire que le corps de sa femme lui appartenait et il pouvait en disposer avec les hommes. Alors, c'est la problématique quand même particulière de ces personnes, mais pour autant, oui, la question de la... on n'est plus que on n'est pas dans des pathologies là. On était vraiment, c'est pour ça que ce procès il est très important parce que on montrait bien, comme je disais dès le départ, que la question de la violence, c'est pas qu'une histoire de pathologie ou de pervers narcissiques, parce que c'est très monstres, c'est des hommes, les pervers narcissiques, il y en a très peu. Voilà, c'est quand même un problème de place l'histoire de la place de la femme dans la société, quoi.
ou quand on reprend le droit à Napoléon, sur le code civil Napoléon, sur ce qu'on apprend à la fac. Du coup, ce qui est super important, une mission dont on n'a pas parlé, c'est qu'il faut faire des sensibilisations auprès de tous les publics pour en parler, et on le fait au maximum quand on peut, parce qu'on n'est quand même pas super nombreuses, mais les sensibilisations pour faire bouger la perception, les mentalités, etc. Je pense que c'est... Oui, l'apprentissage du consentement dès le plus jeune âge, c'est limite obligatoire, parce que... Au moins, on va leur apprendre directement ce qui est OK et ce qui n'est pas OK à vivre. Et même le terme, alors que là, je vais venir sur une position un peu plus féministe, c'est que quand on discute de la notion de consentement, le consentement, c'est déjà en soi un terme qui peut aussi poser problème. Parce que consentir, ça veut dire, bon, finalement, OK, je suis d'accord. C'est-à-dire que la personne n'est pas active ça veut dire qu'elle n'a pas une position active dans la relation amoureuse. Je consens. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi à réfléchir, ce terme de consentement. Même si le législateur va l'intégrer dans le droit, pour autant, ça reste quand même une terminologie problématique au sens... il manque la partie mutuelle. C'est ça. Alors que c'est ça, le consentement, exactement. Il est mutuel, on le dit tout le temps. On est d'accord. Et c'est pour ça que c'est alors, pour certaines organisations féministes, c'est déjà un terme qui doit être dépassé, quoi. Voilà. Alors bon, maintenant, on va voir ce que le législateur va décider, comment ça va s'appliquer. On pourra en reparler après, si vous voulez. Mais c'est vrai que... Alors, l'enfant, c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure que l'éducation à la vie affective et sexuelle, ça doit être pris vraiment... Alors maintenant, vous avez... La société se cristallise et il y a vraiment, en ce moment, une vague, même au niveau mondial, de conservatisme et de problèmes vraiment de positionnement et politique par rapport à cette question. Là, vous avez par rapport à ce petit livret, enfin, je sais pas, la forme que l'Éducation nationale voulait faire sur la prévention de l'éducation à la vie, alors que moi qui ai fait cette formation il y a longtemps et qui s'appelait vraiment formation à l'éducation à la vie, j'ai toujours dit que c'était des choses qu'on devrait tous faire à l'école. On apprend des choses vraiment sur le développement psycho-affectif, sur que mon corps m'appartient, qu'il n'y a que moi qui est... et c'est des choses qu'on doit apprendre très très tôt aux enfants, quoi. Et ces conservatismes fait que je ne sais pas si on va y aboutir à ça, mais c'est tellement lent, et puis on a l'impression qu'on avance, et puis on reprend des bâtons, des coups de bâton, qu'on va en marche arrière, et puis finalement on finit par quand même avancer. Mais là, je pense qu'il faut être très vigilant. On est dans une période vraiment... Je pense qu'il faudra faire attention, quoi. Ouais, et puis il faut surtout se dire que un enfant sur 10 est quand même victime d'agression sexuelle ou carrément d'inceste. Hein. C'est quand même 3 dans une classe de 30. Voilà. Est-ce qu'on doit compter sur le parent incestueux ou agresseur pour sensibiliser son enfant à la notion de violence? Je ne pense pas. Voilà, donc 1 sur 10, c'est quand même assez phénoménal. Hein. C'est surtout l'image que vous dites 3 dans une classe de 30. C'est une image qui est assez frappante. Et en fait, nous qui sommes... c'est notre quotidien. Hein. Je veux dire... nous, on en a une malformation, une déformation professionnelle, parce que c'est effectivement notre quotidien, et que quand on croise une classe dans la rue de tout petits bouts, avec leurs maîtresses, leurs accompagnantes, ma collègue administrateur et moi, on ne peut pas s'empêcher de se dire que parmi les 30 petits bambins, là, il y en a 3 qui sont victimes. D'avoir cette image, c'est ça. Qui reste. Et donc je suis d'accord, je ne peux que être d'accord avec Agnès, avec ma collègue. C'est parce que, franchement, ces sensibilisations, dès le plus jeune âge, elles sont absolument nécessaires. Absolument nécessaires. C'est primordial. Ouais, sur la question de la sensibilisation, justement, moi j'y pensais, là vous parlez sur les très jeunes, et moi j'y pensais aussi, je me posais la question de... tout à l'heure on a parlé un petit peu du schéma de violence qui va souvent être le même, etc. Est-ce qu'il faudrait, chez les jeunes mais un peu plus âgés, voire même par exemple chez les étudiants comme nous, sensibiliser à ces schémas de violence, parce que... Et moi j'avais une autre question qui est un petit peu liée à ça, c'est
est-ce que ces schémas de violence qu'on retrouve dans des couples qui ont une trentaine d'années, une maison, des enfants, est-ce qu'ils sont les mêmes chez les jeunes qui sont parfois, voilà, ils vivent encore chez leurs parents et tout ça, mais ça n'empêche pas qu'il peut avoir des violences psychologiques et même physiques. Ou, voilà. Alors, si j'entends ce que vous voulez dire, c'est des jeunes dans leur relation amoureuse vont avoir les mêmes comportements. Justement, c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont avoir le même schéma dans les cas où il y a des violences, parce que ça arrive aussi. Est-ce qu'ils vont être des schémas qui sont ressemblants ou qui sont vraiment différents, étant donné que le foyer, il n'est pas du tout le même, même des fois, ils ne partagent même pas la même... Oui, alors je vais dire, ça peut, dans ces situations-là de reproduction de la violence, elles ne vont pas forcément être systématiquement liées à l'histoire familiale. Si vous prenez les rapports du Haut Conseil à l'égalité, c'est des rapports qui sont rendus tous les ans, et notamment ces rapports qui font état de la situation du sexisme en France, ils sont assez inquiétants parce que les derniers rapports qui ont été édités parlent sur la représentation sexiste chez les jeunes, dans leurs relations amoureuses, chez les très jeunes, chez les adolescents. Et là, donc, l'accent doit être mis et vraiment alerté. Et là, peut-être on aura le temps de parler de la suite sur la prévention de la prostitution. C'est que là, on n'est pas lié au modèle familial. Ces comportements-là de sexistes chez les très jeunes dans la relation amoureuse, ils sont vraiment liés avec les nouveaux phénomènes des réseaux sociaux, des schémas et de la pornographie, et des schémas qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Et c'est pas le modèle parental. Et c'est là qu'il faut vraiment être... Là, nous, on est super vigilant. Enfin, c'est au-delà de la vigilance, c'est alerte rouge, parce que là, on est vraiment dans des comportements qui sont de plus en plus problématiques chez les très jeunes. Et nous, on intervient dans le milieu scolaire, donc on voit aussi dans les interventions qu'on fait dans les collèges et dans les collèges déjà, sur les choses qu'on entend quand moi j'en fais moins maintenant, mais sur les interventions qu'on fait en milieu scolaire, sur ce qui est véhiculé dans les stéréotypes que des très jeunes vont voir comme schéma de représentation dans la relation amoureuse. Et ça, c'est les conséquences de l'accès à la pornographie de plus en plus jeune. Et après, toutes les problématiques qui vont dévier de ça. Et là, je te redonne la parole pour parler peut-être l'appréciation de notre corps, qu'on ne le voit plus de la même manière, enfin, qu'on n'a pas appris à le voir comme un symbole de protection, mais plus qu'on va, je sais pas, le vendre, s'en servir. Il y a une forme de marchandisation, ne serait-ce que de l'image. Oui. C'est vrai que de s'exposer à travers les réseaux sociaux énormément. La sexualisation. Peut-être la sursexualisation par moment. Même voire l'hypersexualisation très jeune. C'est dû en plus encore aux schémas patriarcaux. Encore aujourd'hui dans la pornographie, des l'accès images... à la pornographie de plus en plus tôt, on a affaire à des enfants de 7, 8, 9 ans exposés à la pornographie. Oui, quand même. Et ça a des conséquences mais absolument dramatiques déjà au sein de la famille et plus tard dans la relation à l'autre, à la petite copine, au petit copain. C'est vraiment très très alertant. Et généralement les mineurs qu'on accompagne qui ont commis, parce qu'on est aussi un petit peu adultes appropriés, c'est-à-dire qu'on accompagne des mineurs auteurs, ils ont été exposés très tôt à la pornographie. Très très tôt, et leur représentation de la sexualité qui n'est pas compensée par de la sensibilisation en milieu scolaire, etc. Mais de la médiation. Voilà, prend un volet où on est dans la toute-puissance. On a 12 ans, on est dans la toute-puissance. On doit, la frustration, elle est absolument pas tolérée, et il y a des pulsions qui normalement devrait être un minimum réfréné, et parce qu'on a été surexposé à la pornographie, on s'est construit avec la pornographie, donc ça devient un droit. Et je trouve que c'est même très inquiétant parce que moi j'ai un peu l'impression qu'il y a un recul par rapport à ça chez les jeunes. Voilà. Surtout chez les très jeunes, très très jeunes. 7-8 ans, on parle vraiment d'enfants. Et du coup, en fait, en filigrane de tout ce qu'on discute jusqu'à maintenant, on voit que la réponse
la plus adéquate, en tout cas qui semble être la plus adéquate, c'est de l'éducation, de la sensibilisation. Oui. Et du coup, où ça en est, c'est quoi qui bloque actuellement le fait de pouvoir en faire plus? Enfin, je pose la question, mais j'ai un petit peu la réponse. Mais c'est ça, c'est le retour du conservatisme oui, voilà. partout. Et du coup, c'est ça, c'est que par exemple, quand on va discuter ça au Avec Parlement, des ça va faire blocus parce que que les enfants ne devraient pas savoir ce genre de choses. Ça, c'est que, en fait, ces mouvements-là sont dans des schémas patriarcaux complètement figés, et que les enfants sont des petits angelots et qu'il faut pas. Alors qu'on sait bien que les enfants-là, ils ont été victimes de violences sexuelles. Depuis tout ce qui émerge en plus de la commission d'enquête parlementaire sur les écoles catholiques. Il y a eu la CIVI avec Édouard Durand, le magistrat qui a travaillé sur tous les enfants victimes d'inceste. Enfin, c'est des choses qui sont là depuis toujours et qui ont été cachées, et que maintenant on essaye de faire avancer les choses. On voit qu'il y a quand même énormément de recul et les gens alors ça c'est peut-être des sociologues qui pourraient venir expliquer pourquoi on est dans ces schémas là maintenant, mais nous c'est vrai qu'en tant que professionnels de ces questions de violence, ça nous on se dit on n'avance pas. Alors on a avancé sur certaines choses. On dit nous on nous interroge sur depuis MeToo la parole se libère. Mais qu'est-ce que après, si la parole se libère et qu'on n'en fait rien, s'il n'y a pas de sanctions, si la justice sur les violences sexuelles c'est la même chose. S'il y a des classements sans suite, parce que nous en tant qu'association d'aide victimes, on nous demande aussi d'expliquer aux victimes pourquoi la plainte pour avoir agression sexuelle, viol, et les classer sans suite. On fait le service après-vente aussi un petit peu pour dire pourquoi la justice peut pas intervenir sur ces procédures-là. Mais dû à cette hypersexualisation, est-ce que vous avez vu, ou justement des violences subies, est-ce que vous avez vu un accroissement, pas de la prostitution, parce qu'on sait que souvent les femmes qui ont subi des violences ont une relation avec la sexualité tout autre, et voire même tragique. Est-ce que justement vous voyez malheureusement une montée de la prostitution, du mal à s'en sortir, du mal à s'en rendre compte même Alors, dans le phénomène prostitutionnel, en fait, il faut différencier deux aspects. Alors, je ne dis pas que c'est complètement séparé, mais par rapport au phénomène prostitutionnel, il faut quand même savoir que 85% des personnes en situation de prostitution sont victimes de traite des êtres humains. Donc, en fait, je parle des majeurs, donc, en fait, c'est même pas un problème de violence antérieure, c'est même pas un problème de choix, puisque de choix éclairé, je veux dire, puisque, en fait, c'est un non-choix. Elles ont été convoyées pour l'exploitation sexuelle. C'est de l'esclavage, en fait. C'est de l'esclavage à vocation, à des fins d'exploitation sexuelle. Donc, c'est vraiment un phénomène où... je vais vous dire que la sexualité, c'est pas le fait d'avoir été victime de violence ou pas, c'est pas ça qui a. C'est vraiment le fait d'avoir été convoyé pour ça. Au niveau des victimes, parce que nous on parle. Alors nous on est une association, je vais le préciser, abolitionniste. Au niveau de la prostitution, c'est-à-dire qu'on considère et on considérera toujours que une personne en situation de prostitution est victime. Aux yeux de la loi, un mineur en situation prostitutionnelle est obligatoirement une victime. Et pour nous, ce qui est maintenant le cas depuis la loi du 13 avril 2016, un majeur est également systématiquement victime de prostitution. Donc c'est un positionnement... Donc c'est déjà une belle avancée. Oui. Cette loi, elle a vraiment permis des avancées, notamment pour ces 85% de victimes de traite des êtres humains, à qui on a donné la possibilité de s'extraire du phénomène prostitutionnel, d'échapper à leurs exploiteurs par le biais d'un dispositif qui s'appelle donc Parcours de sortie de prostitution. Cette loi, elle a aussi mis en place des commissions qui permettent d'avoir une orientation politique de la lutte contre le système prostitutionnel, parce qu'on oublie quand même un tout petit peu aussi que si il y a des victimes de prostitution, c'est qu'il y a des clients. Oui, il y a des consommateurs. Et donc le client de prostitution, je veux dire, s'il n'existe pas, il n'y a pas de victime.
Donc, il ne faut pas l'oublier, cette sexualité qui fait que pour 15% des personnes, il y a eu effectivement, parce qu'il y a quand même 8 personnes sur 10 qui se prostituent, qui ont été antérieurement victimes d'agressions sexuelles, d'inceste ou de viol. Mais derrière, il y a quand même toujours ce phénomène du potentiel agresseur qui est le client, parce qu'il ne se pose pas la question de savoir pourquoi cette personne vend son corps, pourquoi, voilà, qui peut l'amener à être très dégradé, à se mésestimer, etc. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène qui c'est une violence sexiste et sexuelle, surtout sexuelle, bien sûr. Mais voilà, c'est un petit peu différent en fait des violences intrafamiliales. Voilà. Il y a pas... Et ça, sur ces victimes-là qui sont bien identifiées dans un... Alors, pour terminer, parce que non, c'était pour savoir la question. Oui, juste par la question de la sens... Enfin, quand on a dit qu'il y avait une banalisation de la sexualité à travers la pornographie, c'est vrai que là, c'est aussi la problématique de la prostitution des mineurs, en dehors de la traite des êtres humains, mais en tout cas l'accès à la prostitution des mineurs à travers d'autres phénomènes, à travers les réseaux sociaux, à travers les applications. Et surtout, c'est une prostitution qui n'est plus dans la rue visible comme avant, elle se joue ailleurs. On a quelques procès avec les Airbnb loués, puis des proxénètes de plus en plus jeunes qui sont... C'est un système totalement... Enfin, c'est un phénomène totalement différent, la prostitution des mineurs. Donc nous, on s'est aussi engagé au niveau sensibilisation surtout, pas accompagnement, parce que c'est un phénomène qui explose. Alors, il explose en chiffres, mais surtout, il est pris en considération seulement depuis 2017-2018. Avant, c'est quelque chose qui était totalement invisible. Il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas d'études. Voilà. Alors qu'on sait que ça existait déjà, mais c'était pas, c'était pas quelque chose qui émergeait et qui était pris en considération. Et donc on s'est rendu compte que au-delà de l'explosion des chiffres, c'est surtout notre perception qui a changé. Par contre, c'est vraiment un phénomène très très inquiétant. On n'est pas du tout, c'est inversement. Là, par contre, on n'est pas dans un public étranger qui a été convoyé. Non, on est dans des enfants qui sont de tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux. Et qui ne sont pas forcément des errances familiales. Voilà. C'est des enfants tout à fait... et qui sont impactés justement par rapport, encore une fois, à les réseaux sociaux, la pornographie, etc., la banalisation de la sexualité, la marchandisation aussi. La télé-réalité, elle n'a pas non plus fait du bien à l'image de la femme, et puis à l'image que l'homme, le garçon, peut aussi avoir de ce à quoi il a droit, parce que ça, on l'entend encore aussi. J'ai le droit, c'est mon droit, c'est ma copine, je fais ce que je veux. Ouais, d'accord. Pas tellement. Voilà. Mais voilà, il y a tous ces phénomènes-là, et c'est vrai que l'augmentation du nombre de mineurs en situation prostitutionnelle, c'est frappant. Les chiffres, ils sont... c'est exponentiel. Je crois qu'entre 2022 et 2024, on est à plus 100%. Donc, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est aussi, je le dis, c'est parce que en fait, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte. Donc c'est l'aide sociale à l'enfance qui a commencé à se rendre compte qu'au sein même des foyers, il y avait des phénomènes prostitutionnels, et qui en fait, je crois 2017, donc vous voyez, c'est très récent, a lancé l'alerte. Et là aujourd'hui, on galère parce que ça n'est pas du tout les mêmes mécanismes que la prostitution des majeurs, mais pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un continuum entre l'un et l'autre, mais là, effectivement aussi, il faut alerter, il faut être vigilant,
il faut aussi monter des dispositifs qui permettent de prendre en charge. Il faut se donner les moyens aussi, parce que tout ce qu'on a exposé, c'est vrai que c'est notre quotidien en tant qu'association, mais nous, on voit aussi les limites des moyens qui sont donnés aussi pour cette prise en charge. Alors, parce qu'après, comme dit Sandrine, c'est que pour faire avancer, en tout cas, les choses et faire éradiquer le phénomène, il faut que l'État se donne les moyens, les collectivités. Là, le département, il a pris conscience. En tout cas, il y a une convention qui a été signée avec la Cour d'appel l'année dernière. Il y a un comité de pilotage qui s'est mis en place par rapport à ce phénomène. Mais au-delà de ça, il faut qu'après, il y ait... Puis je pense qu'il va falloir vraiment faire des campagnes auprès des auteurs, mais des campagnes publiques. Enfin, moi, je le dis, faut arrêter de se cacher, quoi, parce que tant que... je suis pas sûre que tous les auteurs se rendent compte de ce qu'ils mettent en œuvre quand ils violent une personne au motif qu'ils lui ont donné de l'argent. Qui lui a donné de l'argent, j'en suis pas certaine. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire des grandes campagnes de sensibilisation en expliquant ce que c'est la prostitution, et pire encore la prostitution des mineurs, parce que du coup, c'est de la pédocriminalité. Et je pense qu'il faut... alors, c'est vrai que nous, on n'hésite pas à le dire et à même le beugler, mais je veux dire, je pense qu'il faut faire des grandes campagnes pour que ça ne... parce qu'il y a encore ce phénomène de honte où les gens n'osent pas dire. Il faut briser les tabous, oui, je pense vraiment au maximum pour que... Et aussi, moi j'ai été sollicitée il y a je sais plus quand par une association féministe qui me dit oui, on a des jeunes bénévoles qui nous disent c'est mon corps, je fais ce que je veux, si j'ai envie de me prostituer, c'est bien. Ouais, d'accord, alors on va en discuter. Et je pense qu'il faut en discuter pour faire changer aussi cette mouvance qui vient là, qui nous dit je fais ce que je veux, je suis une femme, voilà, je gère, machin, etc. Je pense vraiment qu'on ne gère pas tant que ça. On peut vite tomber dans les travers de ce phénomène. Oui. Ça peut vite déraper sur quelque chose qu'on ne gère plus du tout. Oui. Absolument. Et plus en sortir. Sur un spot qui est passé à la télé sur ça, sur la dégradation et l'escalade. Je gère, mais après... parce que forcément, comme disait Sandrine, ça a des conséquences sur la santé mentale et physique de la personne, et après la prise de drogue, la prise de parce que on peut pas supporter ça sans se droguer ou d'alcool ou des substances pour tenir le choc. Mais sans aller jusque là, je vais prendre l'exemple justement de ce qu'on appelle le sugar dating ou des choses comme ça qui ont a priori pas mal cours dans les milieux étudiants, donc là on est en plein au cœur du sujet. Je veux dire, quand vous finissez, parce qu'au départ, le sugar dating, on nous dit, ou l'escorting, c'est la même chose en fait, on nous dit oui, non mais il n'y a pas de relation, si on va au restaurant, ceci, cela. Faut pas croire que quand un client de sugar dating ou d'escorting, il a payé telle somme, au bout d'un moment, il va pas demander une contrepartie. Et généralement, la contrepartie, c'est pas de se regarder dans le blanc des yeux ou de tricoter. Quand vous passez une nuit par semaine ou 2 nuits par semaine avec un client, le lendemain matin, vous séchez les cours, vous pouvez pas préparer vos partiels, vous pouvez pas préparer votre mémoire, il faut pas rêver. Si ça se produit 2, 3, 4 fois dans la semaine, je veux dire, à un moment donné, ça a des répercussions. Le jour où vous voulez arrêter, je sais pas, vous avez commencé parce que vous n'arrivez plus à payer votre loyer ou acheter les 3 paquets de pâtes qu'il faut pour finir le mois. Le jour où vous arrêtez, y a votre banquier qui vous appelle. Parce que le loyer, il n'est pas passé, parce que l'électricité, elle n'est pas passée, etc. Et très vite, c'est un engrenage où on se retrouve... on va prendre un deuxième escorting, un troisième, et puis les études, c'est fini. Ouais. Voilà, ça s'arrête tout seul. Ou bien, effectivement, on commence à prendre des substances pour pouvoir supporter. Là, derrière, en dehors de la violence elle-même de la prostitution, de l'acte sexuel qui est pas vraiment consenti, c'est pas du consentement, ça.
vous avez éventuellement les clients qui deviennent des agresseurs, parce qu'ils refusent finalement de donner l'argent, parce qu'ils estiment que parce qu'ils ont payé, ils ont le droit à, et qu'on n'est pas forcément d'accord. Enfin, voilà. Donc ça génère vraiment des schémas de violence. En dehors du fait même, je le dis, à quelques rares exceptions, moi j'ai jamais rencontré de personnes qui avaient fait un vrai choix de la prostitution. Ça peut être un choix à un moment, pour des circonstances, parce qu'on est contraint aussi. Donc c'est pas vraiment un choix. Hein. Mais c'est très dur d'en sortir. Et puis, alors, c'est très dur d'en sortir, oui et non. C'est aussi un cap à passer. Mais ce que je voulais dire, c'est que des personnes que j'ai rencontrées et qui ont réellement fait ce choix-là à la place d'une autre activité, je crois que j'en ai rencontré 2 en tout et pour tout. Voilà, sur des centaines et des centaines qui demandent que ça, de pouvoir arrêter, d'avoir d'autres possibilités. Enfin, voilà. Et donc là... C'est triste. Enfin, c'est des situations... C'est parce qu'on sait que c'est régulier, c'est récurrent, ça existe. Et plus que ce qu'on pourrait le croire. Oui, mais parce qu'en fait, ça c'est pareil, on se fait une fausse idée de la prostitution. Hein. La prostitution, c'est pas seulement contre de l'argent. Le fait de monnayer contre un service, une prestation, une mise à l'abri. Nous, on voit des actes prostitutionnels pour un kebab. Donc, on est vraiment dans quelque chose, notamment chez les plus jeunes, ou une cigarette même. Hein. Ouais, il y a aussi, en ce moment, j'ai vu beaucoup de témoignages et d'enquêtes sur vous en avez parlé un petit peu brièvement, mais autour des personnes qui proposent des colocations ou des appartements contre des services sexuels. Ouais. Et en plus, sur les plateformes de location, c'est toléré, en tout cas, ça devrait pas l'être. Oui, bien sûr. C'est pas exprimé comme ça. Non, mais ils savent, on sait très bien dans certaines formulations, etc. Il y a un gros manque de clarté, d'encadrement, etc. Je laisse ma chambre 2 fois par semaine à disposition. Il y a des gens, j'ai vu certaines enquêtes des personnes qui appellent et très rapidement on voit que c'est orienté autour de ça. Et en fait, c'est un petit peu dû à... Encore une fois, là, tout à l'heure, on voyait les solutions qui tournaient toujours autour de l'éducation. Mais là, c'est des schémas de personnes, par exemple, dans les personnes qui vont avoir recours à la prostitution, qui vont dire moi, j'ai payé, donc j'ai le droit. C'est beaucoup dû encore au schéma du patriarcat qui vont faire penser qu'on a des droits. Et comme on sait, on voit beaucoup dans ce même schéma je pense que vous connaissez le mouvement incel, comme ils sont appelés, qui est un peu ce truc-là de moi, je devrais avoir, j'ai le droit d'avoir une partenaire, j'ai le droit à la sexualité. Parce que je suis comme ça, je suis bien, je suis ci, je suis ça. Et en fait, c'est un peu des choses qui se répondent, quoi. C'est qu'il faudrait que cette éducation, on la normalise et que ça puisse briser les fondations du patriarcat, même si c'est idéaliste peut-être, mais en tout cas... Tout est lié, en fait. On va y arriver. Tout est lié et il nous faut de la sensibilisation, de la prévention, de l'éducation. Le fin mot, c'est l'éducation au final. Dès le plus jeune âge. L'éducation que les parents, déjà sensibilisés, puissent après comment ils éduquent leurs enfants et les responsabiliser par rapport à ça. Et c'est quand je parlais le problème, c'est que beaucoup de parents sont même maintenant confrontés à des difficultés éducatives que n'avait pas, même moi, quand j'ai élevé mes enfants en bas âge, on n'était pas confrontés aux mêmes difficultés que maintenant les parents avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tout cet apport-là, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas forcément... On ne va pas leur mettre tout sur le dos parce qu'ils sont aussi en difficulté par rapport à la maîtrise de tout ça. Ne serait-ce que de la technologie. Puis trouver les mots et puis de remédiatiser parce que après, les enfants, on ne peut pas les préserver de tout.
C'est impossible dans ce monde. Oui. C'est leur apprendre en tout ça. cas, à pouvoir reparler de... Parce qu'un enfant, quand tu disais qu'il va avoir accès à la pornographie, il ne va pas chercher. Hein. C'est pas que l'enfant de 7 ans, il ne va pas chercher la pornographie. Il tombe dessus parce que malheureusement, le système fait qu'il n'y a pas de prévention. Et une fois que... S'il est tout seul face à ça... On a des gosses de 12 ans addicts. Je ne sais pas si c'est inimaginable. Quoi. Du coup, vous en pensez quoi? Parce que il me semble qu'actuellement, c'est discuté de limiter l'accès à la pornographie avec des connexions via France Connect. Mais oui, mais le problème, c'est que quand vous tombez sur la tablette de papa ou de papy ou peu importe, qui n'a pas été déconnecté et que vous regardez, c'est ça le souci en fait. C'est les comptes partagés, c'est la tablette qui traîne. Vous pensez quand même que ça serait une bonne mesure préventive? Il faut au moins faire un minima quelque chose. Hein. On peut pas laisser faire comme ça. Mais je veux dire, le gamin qui va chercher sur Internet, je sais pas quel mot, il va tomber sur de la pornographie. Voilà, il va tomber dessus, il va faire entrer. Si vous n'avez pas de bloqueur de publicité, vous faites une recherche, n'importe quelle recherche, vous tombez sur des propositions. Mais même, on voit même sur des sites qui ne sont pas du tout liés à ça. Oui, c'est pour ça que les enfants, ils vont pas la chercher. Par exemple, sur YouTube, on voit des chaînes pour enfants qui en fait détournent le contenu pour déjà même rentrer des schémas de pensée. Oui, vous avez la pub sur le côté. C'est dingue. C'est affolant. Parce que, voilà, comme on dit depuis tout à l'heure, ça passe par le tout début de la vie pour pallier tous ces problèmes. Et en fait, on voit qu'il y a aussi des choses qui viennent nous empêcher par exemple, vous empêcher de faire la sensibilisation, puisqu'il y a comme un contre-pouvoir de personnes qui sont mal intentionnées, en fait, j'ai envie de dire. Alors nous, on va pas dire ça parce qu'on est beaucoup sollicités et on dit OK à tout ce qu'on nous demande. Et on pourrait faire beaucoup plus. Et on est malheureusement qu'une petite équipe. On voudrait faire plus. Une petite structure et que tout le monde est engagé, toutes mes collègues sont engagés sur le front partout. Quoi. Voilà. Et merci pour ça. On est dans l'accompagnement et des personnes. Surtout sur ce qui est prostitutionnel, les mineurs. Là, on est vraiment engagé dans l'accompagnement. Et effectivement, il faudrait qu'on soit 10 fois plus, quoi, minimum. Hein. Après, là, c'est une question de moyens. Oui, c'est une question de moyens et c'est une question de politique publique. C'est ça, il vous manquerait des moyens pour plus agir. Mais ça, déjà, à votre échelle, vous faites un travail incroyable. Et je pense que vous avez aidé de nombreuses personnes et que vous en aiderez encore de nombreuses après. Nous l'espérons. C'est même sûr. Et du coup, est-ce que vous faites appel à des bénévoles pour vous aider dans la gestion de certains projets, de certains Alors, la question du dossiers. bénévolat, comme vous avez bien pu comprendre déjà, alors, au niveau de notre agrément, nous, en tant que... On est obligé d'avoir des juristes salariés. Ça, c'est comme ça, c'est l'agrément national qui fait. Donc, pour les permanences juridiques, on ne peut pas. Voilà, on est déjà obligé. Après, la question, comme vous avez pu vous en rendre compte, on est quand même sur des thématiques très sensibles qui nécessitent vraiment une compétence professionnelle, des formations, une mise à niveau régulière par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer. Et des bénévoles. Alors, je veux dire, des gens peuvent dire ah oui, je veux bien, j'aimerais bien m'occuper de la cause des femmes. Mais une fois qu'on est dans le vif du sujet, dans le concret, dans ce que ça représente d'investissement, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Oui. C'est que les gens peuvent fantasmer aussi sur nous, les personnes ne vont pas venir boire un café, discuter le bout de gras avec la victime. Hein. Ça, c'est pas une prise en charge qui est efficace. Alors, il y a des groupes de parole, mais c'est fait par des professionnels avec des structures qui sont... Nous, on n'a pas l'occasion de faire ça parce qu'on a déjà beaucoup de missions, mais il y a d'autres associations partenaires qui mettent en place des groupes de parole qui sont très importants, qui font aussi beaucoup de bien, mais c'est fait aussi par des professionnels. Hein. Donc, c'est pas un café clatch, hein, comme on dit en Moselle. Après, on peut discuter et boire un café, mais il faut quand même avoir... il faut quand même avoir, en tout cas... Alors après, ça peut être des gens qui ont travaillé dans ce domaine, qui pourraient s'investir dans leur retraite. Ça, oui, appel au peuple. Des retraités qui soient disponibles pour accompagner les victimes, ça, on pourrait effectivement... Et quelle autre, par exemple, organisation pourrait... en tout cas, si on aimerait, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui aimerait s'engager pour cette cause
qu'est-ce qu'elle peut faire de son côté, et est-ce qu'elle peut passer par des organisations, par la vôtre ou par une autre Alors, juste, je ne sais pas, je sais pas combien de temps on dispose, juste pour peut-être conclure sur comment on fonctionne aussi. Alors, nous, on a parlé de nous, hein, voilà, vous avez donné beaucoup de temps pour qu'on puisse s'exprimer. On travaille en réseau. Et les réseaux, c'est vraiment très important. Ça veut dire que sur le territoire, pour la Moselle en tout cas, tout ce qui concerne la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, on travaille en réseau sur plein de petits territoires de la Moselle. Aussi l'égide de notre déléguée départementale aux droits des femmes, Marie-Laure Vautrin, qui représente l'État et qui aussi donc, met en place des politiques publiques de lutte avec des partenariats associatifs. Donc nous, on est, par exemple, sur le réseau de Metz, c'est une autre association qui s'appelle l'AIEM qui chapeaute le réseau. Nous, en tant qu'association CIDFF, on chapeaute le réseau sur le secteur de Thionville. Et sur les autres secteurs du département, c'est d'autres structures qui s'appellent le CMSA Espoir. Enfin, on est beaucoup d'associations qui travaillent sur la prévention des violences faites aux femmes. Donc, il n'y a pas que nous toutes seules. Hein. Non. On est beaucoup à s'investir et on travaille vraiment en lien. C'était pour dire, par exemple, la prévention, enfin, la protection des victimes de violences conjugales. Nous, on évalue leurs besoins, mais ce n'est pas nous, l'association, qui mettons en place c'est pas nous qui mettons en place ce qu'on appelle le téléphone grave danger ou le... Oui, le 3919, je ne sais plus. Alors, le 3919, c'est à niveau national, qui renvoie vers les structures départementales. Oui. Mais par exemple, la délivrance, la mise à l'abri, ça, c'est, par exemple, sur Metz, c'est l'AIEM, et le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement, qui sont deux dispositifs de protection, qui sont donc des dispositifs judiciaires. C'est pas nous qui les gérons, c'est nos collègues de l'AIEM qui gèrent plus de 100 téléphones grave danger qui sont attribués pour les femmes qui se sentent en danger, qui sont en situation de risque, suite aux évaluations qu'on a pu faire. Donc on travaille vraiment en relation proche avec d'autres structures et on est obligé de travailler en réseau parce que si on ne travaille pas en réseau, vous manquez de personnel, quoi. C'est-à-dire que même chacun sa spécificité. On n'a pas tous les mêmes compétences. Et du coup, le dispositif dont vous parlez, le téléphone grave danger, ça consiste en quoi exactement? Alors en fait, quand on fait les EVI, par exemple, les évaluations, et que dans l'évaluation, on peut être alerté sur une situation de dangerosité que peut... Alors, cette évaluation, elle est envoyée au tribunal, et c'est les services du procureur qui décident d'attribuer ce téléphone à la victime, et c'est l'association informelle à travers l'AIEM qui délivre ce téléphone à la victime et qui fait le suivi tant qu'elle dispose de téléphone qu'elle peut actionner en cas de... si l'auteur rentre en contact avec elle ou est menaçant, elle active son téléphone. Petite information, l'auteur n'est pas au courant que la personne est équipée d'un téléphone grave danger. Voilà. D'accord. Mais il faut savoir que c'est un dispositif qui est en tout cas monté en puissance il y a 15 ans. Enfin, moi, je ne sais pas en quelle année ça a démarré. C'est pas si vieux que ça. Oui, pas si vieux que ça, mais au départ, on en avait 4 sur la juridiction de Metz. Hein. Maintenant, il y en a plus de 100 qui sont délivrés. Quoi. Juste sur la juridiction de Metz. Ouais. Ça prouve encore une fois que les chiffres sont énormes. Ah oui. Ça veut dire aussi que ça montre qu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont mis en place. Pour autant, on a quand même eu 3 féminicides. Sur 2024, et puis là, même en Moselle, là encore, c'est pour autant qu'un auteur qui veut passer à l'acte, de toute façon... c'est les mailles du filet. Il faut qu'on arrive à resserrer les mailles du filet pour que, effectivement, on rate plus de situations. Alors, je dis c'est tous en général. Et puis voilà, c'est sûr que c'est pas... Il n'y a pas de solution miracle. Oui. Effectivement, en dehors des sensibilisations et de l'éducation. C'est un tout, en fait. Oui. Voilà, vous avez vu à travers ce qu'on vous a présenté que tous les dispositifs sont importants. Ils ont tous leur fonction et c'est tout ça, associé tout ça qu'on peut faire avancer les choses. Alors, juste après, c'est la question des moyens. On donne toujours l'Espagne comme modèle parce que l'Espagne a vraiment fait un gros travail sur la prévention des violences. Et ils ont mis aussi les moyens financiers. Et ça, c'est des politiques. Oui, c'est des moyens que la France, après... Sur les résultats
Les résultats, ils sont là, ils sont quand même là, parce que ils ont tous en plus, ils ont fait une vraie réforme de judiciaire aussi, parce que par exemple, il n'y a pas d'audience spécialisée sur la juridiction. C'est un manque de la justice, en tout cas le fonctionnement de la justice française, manque de moyens. Le nombre de magistrats par habitant, si vous comparez avec l'Espagne, avec l'Allemagne, pour nous, et tous les personnes. Nous, on travaille beaucoup avec la justice et on entend systématiquement, c'est vrai que le manque de magistrats, le manque de greffiers, et ça, c'est même si tout le monde fait son boulot, tout le monde essaye de faire au mieux, tout le monde est limité par les questions budgétaires. Du coup, en Espagne, suite à leur investissement et à ces réformes-là, ils ont vraiment fait une réforme une dizaine d'années. Ils ont réussi à faire baisser ces chiffres, à avoir une meilleure prise en charge. Parce qu'ils ont vraiment fait une politique globale avec une réforme judiciaire aussi. Et donc même la perception, l'Espagne qui était perçue il y a une dizaine d'années comme un pays macho, etc. La perception, quand vous posez des questions, les mêmes questions en France et aux personnes dans la rue, en France ou en Espagne, ça a évolué à une vitesse. Mais ça prouve que c'est global. C'est ça. Voilà. Ça prouve bien qu'il y a un gros travail de fond à faire. Je vous renvoie un super podcast sur France, sur Radio France. C'est toute une série de l'histoire. Ça vient de la jeune femme qui a... C'est à Pamplonne, c'était la meute. Oui. Donc ces hommes alcoolisés qui ont violé une jeune femme et qui était alcoolisée, mais c'est une circonstance aggravante en droit, évidemment. Et donc cette condamnation qui a été scandaleuse, où le viol n'a pas été reconnu et qui a entraîné un vent de manifestations et en tout cas dans toute l'Espagne. Et c'est vrai que c'était ce phénomène vraiment de prise de conscience du pays à tous les niveaux qui a été, en tout cas exceptionnel au sens ce qui a amené à ces réformes. Je vous conseille de l'écouter. Il est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, l'Espagne a été quand même très choquée par... parce que j'ai beaucoup de connaissances en Espagne, et les gens sont extrêmement choqués par le procès de Mazan. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, ils sont extrêmement choqués par les commentaires qu'ils ont pu lire, l'attitude des avocats, etc. Parce que vraiment, en une dizaine d'années, l'évolution pour eux, la perception, c'est inimaginable. Et est-ce que finalement... Justement, ce que j'allais demander, ce procès Mazan, c'est pas un petit peu un pas important pour la prise de conscience, en tout cas? Réponse dans... Voilà, on verra. Mais quand le législateur avancera sur cette question. Mais ça apporte un vent d'espoir quand même pour nous. C'est lent. Oui, mais avec toutes on voit les manifestations qu'il y a pu avoir. Garder l'espoir. C'est lent parce que vous regardez les schémas qui se reproduisent. Écoutez le procès de Pardieu, quoi. C'est exactement les choses les avocats de la défense. C'est choquant. C'est choquant. Très choquant. Moi, je voudrais aussi être un petit peu positive. On parlait tout à l'heure de ceux qui sont mobilisés contre l'éducation sexuelle, entre guillemets, à l'école dès le plus jeune âge. Cette fameuse pétition qui a failli tout bloquer, je crois il y a 2500 signatures. Oui, donc on parlait réseaux sociaux, c'est etc. l'amplification des je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on relativise. Parce que des toutes petites choses peuvent prendre une ampleur phénoménale. Je crois que c'est 2500 signatures. 2500 finalement, c'est rien, sur toute la population, c'est exactement. Pas grand-chose. Et on en fait et d'ailleurs, vraiment, je le dis en forme de boutade, mais je me suis dit mince, mais à un moment donné, faut se poser des questions, quoi. Pourquoi ces gens sont tellement opposés à ce qu'on sensibilise leurs enfants ? Oui, c'est qu'il y a anguille sous roche. On n'ira pas plus loin. Voilà, non, c'est ça. Bon, voilà. Vraiment, je tenais à vraiment beaucoup vous remercier parce que vous nous avez apporté énormément de réponses à ce que beaucoup d'étudiants peuvent avoir comme question, même les citoyens, tout le monde, en termes général. Puis surtout, donc du coup, je le rappelle, on reçoit les gens, c'est anonyme, gratuit et confidentiel. Voilà. C'était super. Mais merci à vous en tout cas pour votre engagement et puis pour votre temps et tout ce que vous avez pu nous transmettre et nous expliquer. Puis c'était super agréable d'échanger avec vous.
Merci pour l'invitation. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup.